Tahara, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Aujourd'hui, nous sortons un petit peu de Papeete et nous avons rendez-vous à Fa'a dans un dressing situé en centre-ville de Fa'a, le dressing dans lequel la mode est responsable et notre consommation vestimentaire économique, c'est le dressing de la petite cabine. Une entreprise locale fondée et gérée aujourd'hui par Tahara qui nous accueille aujourd'hui. Tahara, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Très bien, merci bien. Alors pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous découvrez sous vos yeux le dressing de la petite cabine récemment agrandi et rénové. Alors est-ce que Tahara, tu peux nous présenter un petit peu ce dressing où tu nous accueilles aujourd'hui? Oui, alors la petite cabine, c'est un dressing collaboratif dans le sens où en fait les vêtements qui sont autour de nous appartiennent à des propriétaires qui n'en ont pas l'utilité, mais qui les déposent pour que du coup la petite cabine s'occupe de les mettre en location et fasse le bonheur d'autres personnes qui en profitent de manière éphémère. Ils en profitent vraiment parce qu'ils n'ont pas du coup l'achat à réaliser, ni même l'entretien et n'ont pas par la suite à s'encombrer avec des pièces qu'ils ne porteraient plus par la suite. Ok. Alors on voit rapidement rentrant dans ce dressing qui est bien fourni. Tu as combien de pièces aujourd'hui? Je pense que je frôle les 2000 pièces, tout confondu, donc que ce soit homme, femme, enfant, de la plus petite paire de gants à la robe de mariée, il y a un peu de tout, oui. D'accord. Et donc la nécessité récemment de s'agrandir, comment se sont passés les travaux? Bien, on sait toujours quand ça commence, très peu quand ça termine, on a essayé de finir dans les temps, plus ou moins, enfin sans trop déborder, et de faire justement avec ce qu'il y avait aussi sur le territoire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui manquent pour faire des travaux, mais ça va. Ok, super. Alors Tahara, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené à faire cette entreprise, à gérer la petite cabine aujourd'hui? Parce qu'à la base, c'était pas du tout quelque chose pour lequel tu étais a priori prédestiné. Alors, est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé à ça aujourd'hui? Alors pas, oui, pas du tout destiné, oui. Moi, je viens de la presqu'île, donc j'ai passé mon bac là-bas. Ensuite, j'ai intégré l'université de Polynésie française pour une licence de droit que j'ai continué ensuite avec une maîtrise de droit également. Et à côté de ça, je faisais également des études en histoire géo. Puis le master en poche, je suis partie en France pour commencer une thèse toujours en droit, donc rien à voir. Par la suite, je suis rentrée, j'ai continué encore un petit peu à distance et puis finalement j'ai décidé d'arrêter. Ça me bottait plus autant et puis du coup je m'étais mise à travailler. Donc j'étais juriste, je travaillais à temps plein. Et puis quand mon patron a pris sa retraite, anticipée, j'ai perdu mon emploi. Et sur le coup, je me suis sentie, mais alors vraiment tout petit, tout légèrement soulagée. Je me dis, oh, il y a quelque chose à travailler, faut pas laisser passer ce sentiment. Et alors les vêtements, les accessoires, tout ça, ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours aimé accumuler aussi les affaires. Sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, non seulement le dressing n'est pas extensif, enfin extensif à souhait. Le portefeuille, c'est pareil, surtout que Encore moins. voilà encore moins. Je vivais en plus sur mes économies, sauf que comme beaucoup de personnes, une sortie, une tenue, et puis après on entre dans cette période où on est de plus en plus invité à des mariages. Et au début, je trouvais mon bonheur dans le placard des copines. Jusqu'au jour où, pour un mariage, j'ai trouvé mon bonheur dans le placard de la mère d'une copine, totalement par hasard. Et sur le coup, je me suis dit, ah bah tiens, y a sûrement quelque chose à faire si j'ai trouvé mon bonheur dans le placard d'une inconnue, presque. Je suis sûre que je peux trouver mes prochains bonheurs dans le placard d'autres inconnus. À l'époque, je travaillais encore et quand du coup j'ai eu du temps, et je me suis dit pourquoi pas commencer. Alors, la première chose qu'on fait, du moins celle que j'ai faite, c'est de regarder dans Google si ça existait. Et oui, en effet, ça existait déjà. Ça existait déjà depuis de très très nombreuses années aux États-Unis, notamment les robes de bal de promo, les déguisements, les costumes, tout ça. Un peu plus récemment en Europe. Et rien en Polynésie. Du coup, j'ai commencé comme ça et ne sachant pas par quel bout commencer, j'ai postulé à l'appel à la seconde promo pour intégrer l'incubateur Prisme de la Chambre de commerce. D'accord.
comment s'est passée l'incubation alors? Est-ce que ça t'a aidé à avancer? Est-ce que ça t'a aidé à finaliser ton projet? Ah oui, complètement, parce que du coup, j'ai pas fait des études de commerce. En plus, en tant que juriste, quand on a affaire au public, c'est pas pour leur vendre des choses. Et non, ça m'a beaucoup servi, ça m'a accompagné sur des choses que je savais pas du tout, ça m'a conforté sur des orientations où j'hésitais un peu, mais en me disant, moi je pense que ça doit être bien. Mais du coup, là, on m'a donné les outils de vérifier que c'était bien la bonne voie. Et puis, un énorme travail aussi à faire sur soi-même. Donc, comment je voyais la chose, c'était que j'allais attendre d'avoir quelque chose d'assez parfait pour commencer. Et au contraire, l'incubateur m'a montré qu'il fallait pas attendre qu'on ait une solution parfaite parce que déjà on l'aurait jamais. Et qu'il fallait commencer ne serait-ce qu'à prototyper dès le début pour voir si ça allait prendre parce que pour une activité nouvelle, j'avais deux grands défis, savoir est-ce que les gens allaient me déposer leurs affaires et de l'autre côté, savoir est-ce que les gens allaient me louer. Ouais. Du coup, ça c'était les deux challenges à vérifier de suite et ça a pris. Ça a tellement pris que du coup, j'ai fermé là 3 semaines pour agrandir. Donc en un an, je suis passée de 300 et quelques pièces à presque 2000 maintenant. Donc ça marche tant du côté des gens qui te confient leurs vêtements, mais aussi des gens qui viennent chercher des vêtements Oui. du coup pour utiliser ton stock. Alors c'est sûr que ça prend doucement, hein. C'est une modification des habitudes de consommation. Mais après le bouche à oreille ici fait un travail magnifique. Et puis quand les gens sont contents, forcément ils en parlent en étant contents à leur tour. Et puis ça fait boule de neige. D'accord. Alors, l'entreprise existe depuis 2 ans maintenant à peu près? La patente existe, là, ce mois-ci, ça va faire 2 ans. 2 ans, ok. Et donc l'activité grandit petit à petit et comme tout le monde, tu étais frappé par la crise sanitaire qu'on vit en ce moment avec le confinement, la reprise un peu à tâtons. Comment ça s'est passé pour toi cette période? Du coup, j'ai fait partie des commerces qui devaient fermer comme j'accueille du public. Donc ça m'a mis un stop net et clair dans ma croissance. Du coup, j'avais des objectifs aussi. Je comptais de toute manière soit trouver un local plus grand, soit faire des travaux à agrandir. Donc là, le premier objectif, ça a été pour moi de voir comment je pouvais faire pour maintenir toutes ces prévisions que je voulais pour l'activité et du coup me réadapter. Donc il a fallu prioriser de manière différente. Sachant que de toute façon, l'agrandissement ou le déménagement, il fallait le faire. C'était devenu trop petit. Donc du coup, je me suis dit, pour le coup, on va pas aller prendre un loyer tout de suite, mais on va agrandir. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis contente. J'ai pu tenir un mois après mon objectif. Mais ça m'a permis surtout aussi d'avoir beaucoup de temps pour faire autre chose. Toutes ces choses que je me suis dit, je ferai quand j'aurai le temps. Parce que du coup, en étant ouverte du mardi au samedi, en ayant du monde toute la journée, il y a plein de choses qu'on laisse un peu de côté. Donc ce temps de fermeture, j'en ai profité pour faire migrer mon mode de gestion. Donc je faisais petit à petit, et là j'ai eu le temps. Disons que quand tu sais que tu reçois pas du public du lendemain, tu ranges un peu moins, tu te permets de t'étaler un peu plus pour faire du tri, et ça c'était bien. D'accord. Et est-ce que tu penses que du fait de l'impact de cette crise sur le long terme, est-ce que ça va changer les comportements des consommateurs vers un modèle plus comme le tien ou comment tu analyses un peu la situation par rapport à ton entreprise? Je l'ai vu à la réouverture, j'ai bien repris. Et du coup, à la réouverture, j'avais la période de dépôt. Donc, c'est cette période qui a lieu une fois tous les 2 mois où les gens viennent m'apporter ils apportent leurs affaires pour la mise en location. Et il y a eu énormément de vêtements et d'accessoires. Parce qu'ils beaucoup ont eu le même discours en me disant, là, pour le coup, 1 mois et demi, je me suis rendu compte de toutes ces choses que j'avais autour de moi et qui me servaient strictement pas. Donc, j'ai eu de tout. Hommes, femmes, enfants, les gens partent aussi plus, donc du coup ils ne voient pas pourquoi ils vont garder certaines choses qui ne vont pas bouger. Je pense notamment aux affaires d'hiver, parce que là ils partaient plus faire du ski, l'hiver austral c'était mort. Et non, ils étaient contents aussi, dans le sens où on a un peu moins de sous en ce moment. On ne sait pas trop si on va garder son emploi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas récupéré leur temps plein aussi. Donc de pouvoir se faire plaisir sans pour autant mettre le prix fort, surtout quand c'est pour une seule occasion. Et là, je mets au défi quiconque de ne pas trouver dans son placard au moins un article qu'on aurait pu louer plutôt que de l'acheter.
Et là, pour le coup, oui. Bah, sachant qu'en plus, quand ça a réouvert, les gens ont rattrapé un peu le temps perdu. Donc on était en Covid-free, donc ils en ont profité pour faire la fête. Ça n'a pas désempli. Et avec les dress codes, on adore ça, les dress codes. Donc si on peut faire à minima 60% d'économie, ne pas à s'encombrer et ne pas avoir à laver, c'était pour eux le rêve. Ouais. Alors parce on est quand même dans, j'allais dire, les héritiers d'un système économique où la possession est un signe de réussite, de niveau social. Plus j'en ai, plus j'ai une grande maison, plus j'ai une belle voiture, plus j'ai de vêtements, plus je peux montrer ma réussite à tout le monde. Mais on voit effectivement, notamment à l'étranger, l'arrivée de ces modèles on va dire plus flexibles où j'ai plus de voiture, j'utilise Uber, j'ai plus de vêtements, je vais dans un dressing collaboratif, j'ai plus de maison, je fais du Airbnb, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'à Tahiti, c'est un modèle que toi, tu as anticipé bien avant tout le monde, parce que tu es la première à t'engager sur ce chemin-là, mais est-ce que tu penses que c'est un chemin qui a de l'avenir? Oui, de plus en plus. Par exemple, en moyenne, une perceuse, sur la durée de vie, on va l'utiliser 12 minutes. C'est très peu, alors qu'on la paye le prix de vente pour 12 minutes. Donc quand on fait le ratio, ça fait beaucoup. Ça fait cher la minute en fait. Oui. Et là, oui, on est plus dans l'usage que dans la possession. S'il s'agit de montrer qu'on a une belle robe, dans ce cas-là, tu peux tout à fait la louer et ne pas le dire. Personne ne le saura. Et moi, ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est que tu ne vas pas dépenser dans ta robe, ou les messieurs dans ta chemise ou ton costume, dépense-le dans un maquillage, dans une manucure, ou mets-le juste de côté. Fais-toi plaisir autrement. Donc pour le coup, ce que tu ne mettras pas dans ta robe, mets-le dans la peinture pour refaire ta salle de bain ou ta cuisine ou que sais-je. Et oui, on le fait déjà beaucoup déjà quand on va à l'extérieur. C'est-à-dire quand on part au ski, surtout nous, on va à la station, on loue les skis, on loue les bottes, on loue la tenue. On le fait déjà à l'extérieur. De plus en plus aussi, on emprunte. Donc il n'y a pas la rémunération derrière. Mais on est déjà plus ou moins dans ce système-là. Pareil, la voiture, quand on va à l'extérieur, on la loue. Ou le plus basique, c'est quand on voyage, on prend une chambre. On prend une chambre d'hôtel, maintenant les Airbnb. Donc on le faisait déjà plus ou moins. Sauf que maintenant, c'est dans le sens où en plus là, c'est du collaboratif. Donc je loue une robe, mais derrière cette robe, il y a une propriétaire qui elle va du coup toucher sa commission. Donc le collaboratif il est dans ce sens-là, qu'on retrouve aussi chez Airbnb. Donc on va dormir chez un inconnu qui est parfois là d'ailleurs, parfois pas là. Bon, pour le coup moi je loue pas la propriétaire avec la robe, mais voilà. Après on ne sait pas à qui ça appartient, on ne sait pas avec qui ça sera loué. C'est la petite cabine qui s'occupe de tout. Donc de plus en plus il y a des gens beaucoup qui déposent. Alors, on ne devient pas rentier en y déposant ses vêtements. On amortit un certain coût, surtout si le vêtement plaît beaucoup. Mais en premier lieu, quand elles arrivent là, c'est déjà, ce ne sera pas chez moi. Je ne veux pas m'en séparer, je ne veux pas y vendre, je ne veux pas faire de marché aux puces, mais ce sera déjà plus chez moi. Et puis, si j'ai besoin, je viens récupérer. D'accord, tu es assez souple sur ces conditions-là. Bien sûr, on en reste propriétaire, comme quand on loue un appart, quand on veut le récupérer, on peut. Donc il y a une petite démarche derrière, mais on en reste propriétaire. Ce qui fait que c'est plus flexible. Et puis du coup, t'as pas à te déplacer pour donner ta robe ou ta chemise, et surtout, t'as pas l'entretien derrière. L'entretien, c'est moi qui s'en charge, parce que comme ça, moi je suis sûre que les blancs resteront blancs. S'il y a eu des accidents, c'est rattrapable tant qu'on n'a pas fixé la tâche, par exemple. Et puis de l'autre côté, le propriétaire est rassuré parce qu'il sait qu'on ne fera pas n'importe quoi avec son article, surtout s'il souhaite par la suite le récupérer. Mais là, tout ce que tu peux voir autour, il y a au moins bien 80% des articles qui sont arrivés soit neufs, donc avec étiquette, soit qui ont été portés qu'une seule fois. Il y a beaucoup de choses qu'on achète au cas où, qu'on achète aussi par dépit parce que ça colle au thème, mais on ne trouve rien d'autre. Beaucoup d'erreurs de commande pour celles qui font du shopping à l'extérieur. Et puis aussi pas mal de vêtements où dans la boutique, la vendeuse nous a dit que c'était super joli sur nous. Et puis finalement, quand on rentre à la maison, il suffit d'un petit commentaire, tu vas sortir comme ça. Et puis là, c'est mort. On garde au fond du placard. Et c'est dommage parce que du coup, derrière, on a dépensé de l'énergie, on a dépensé aussi des ressources pour le fabriquer, pour le transporter.
Tout ça pour qu'au final, ça reste dans un placard. Donc autant prendre un papier et le jeter par la fenêtre, ça revient exactement à la même chose, sauf que c'est, on va dire, un peu plus sexy parce que c'est caché, on le voit moins, mais ça revient. Par exemple, là, je faisais un point au niveau de la com sur le jean. La quantité d'eau utilisée pour juste le fabriquer, c'est ce que l'on boit sur 12 ans. Ah oui, quand même. C'est pour un jean. Pour un jean. Et ce jean, on porte et puis après, il dort dans le placard. C'est du gaspillage. Ouais. À part chez moi où les jeans, c'est quasiment mon uniforme. Et tant mieux. Effectivement, il y a énormément de vêtements qui... Puis les vêtements, c'est beaucoup d'émotions aussi. On a des souvenirs attachés avec. Donc, quand on les a, on veut les entretenir au mieux. Alors qu'il y avait peut-être pas forcément besoin de prendre autant de précautions. Bien souvent, il suffit juste de lire les étiquettes. Puis aussi, des fois, il y a des articles, quand on les dépose, je fais, ah bah tu vois, cette robe-là, elle nécessite un nettoyage à sec, c'est ce que dit l'étiquette. Est-ce que tu l'entretenais comme ça? Enfin bon, je savais même pas. Bah non, vu le prix que je l'ai payé, vu le coût du pressing, bah oui. Et autant, il y a des fois des gens qui me disent, bah tu vois, cette robe, je l'aurais jamais achetée parce que s'il faut que je l'emmène au pressing, il faut que j'y aille, il faut que je dépose. Pour le coup, elle vient, elle l'essaye, ça lui plaît, elle part avec. Puis quand c'est fini, bouf, elle me ramène son linge sale, quoi. Ouais. C'est plus simple. Alors, dernière question avant de s'intéresser plus à ton parcours d'entrepreneur. Comme dit le proverbe, l'imitation est la plus haute forme de flatterie. Est-ce que tu as depuis des gens qui ont essayé de partir sur ton chemin et d'essayer de créer d'autres dressings de ce type en Polynésie ou pas encore? Et si non, pourquoi? Ou si oui, pourquoi? Oui, alors j'ai eu quelqu'un qui s'était lancé dans l'aventure, toute petite aventure d'ailleurs. Et la force de la communauté, moi j'avais pas vu. Enfin, je veux dire, j'ai pas le temps de regarder ce que fait tout le monde. Donc il y a quand même une veille à minima. Pour le coup, là moi c'est des clientes. J'ai été taguée moi une dizaine de fois sous la publication. Je reçois les messages, puis ça arrête pas de sonner. En plus c'était un lundi. Lundi je suis fermée, je l'utilise pour faire mes rendez-vous à l'extérieur. Je me suis dit bon, je vais quand même ouvrir. Puis elle me dit regarde, on t'a copié. Et puis je vois toutes les notifs, tous les messages, les MP. Et, ça m'a fait du baume au cœur. La jeune fille a supprimé du coup sa publication. Mais être copié, oui, c'est une flatterie dans le sens où ça dira bah tiens, les gens ont compris le message derrière, qu'il soit économique mais surtout écologique. Et puis ça bien dans un sens. Alors je dis pas que ça fait pas un peu mal, parce que ça reste mon bébé. Mais c'est vrai que du coup, comme je te le disais tout à l'heure, c'est bon courage dans le sens où la petite cabine, c'est quand même plus de 70% du temps de la logistique. Il faut aimer ça. Moi j'adore, mais il faut aimer ça. Et puis le reste, c'est beaucoup d'entretien. Et puis la partie fun, elle est toute petite. Après, bon, quand elle est fun, elle est vraiment fun. Mais c'est énorme en fait ce qu'il y a derrière. Moi, je m'en rends pas forcément compte parce que je le vis bien, parce que j'adore ça. Mais c'est souvent de l'extérieur. Là, par exemple, tu vois, quand j'ai fait migrer mon système de gestion, la personne qui a développé mon logiciel m'a dit waouh, comment tu faisais avant? Je dis bah, j'avais déjà beaucoup dans la tête. Là, à l'heure actuelle, je sais encore quel vêtement appartient à qui, même si elles sont de plus en plus nombreuses, les personnes derrière. Mais moi, je m'en rends pas forcément compte. Mais ce serait bon signe. Ce serait bien tout court. Après, oui, c'est sûr, ça fait jamais plaisir. Effectivement, mais tant qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est déjà ouais. Après, ça, c'est une autre question aussi. Est-ce qu'il y a de la place pour être plusieurs? Ça, j'ai mis encore des doutes. Dans le sens où, quand bien même ça va faire 2 ans, je reste encore en progression. Et il reste encore beaucoup à faire. Et c'est surtout que c'est vraiment une modification. Autant louer une voiture, ça va, on comprend plus vite. Autant le vêtement, c'est vraiment intime. Et du coup, changer cette habitude-là de consommation, ça prend quand même du temps. Ouais. C'est vraiment très en avant sur les évolutions des comportements des consommateurs. Et pour tenir sur la durée, il faut vraiment être passionné derrière. Ouais. Le carburant principal pour tenir, c'est la passion et les résultats. Enfin, moi, je sais que je fais ça outre parce que j'adore être entourée de vêtements, mais parce que j'ai bien compris l'impact qu'il y a derrière. C'est-à-dire d'ouvrir des dressings inaccessibles à des personnes qui n'en ont pas forcément les moyens, et aussi tout l'impact
l'impact écologique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand tu l'achètes pas, tu participes pas à ce phénomène de fast fashion où on consomme les vêtements comme on consomme des chips en fait. C'est-à-dire que quand la robe, qu'importe l'article, quand il est très peu cher, c'est que derrière se cache une réalité qui est juste horrible. Donc c'est-à-dire des gens très peu payés, et ça veut dire qu'on n'a pas pris des moyens propres de le fabriquer. La mode étant l'un des secteurs les plus polluants. Le deuxième, après la pétrochimie, dont le secteur textile découle. Bien sûr. Encore plus pour nous où on est un point dans l'océan, donc à la fabrication s'ajoute le transport. Donc avec l'économie qu'on fait en n'achetant pas le vêtement, en faisant juste le louer, en plus on fait un geste pour la planète. C'est ce que je dis à mes clients quand elles repartent avec leur petit sachet. Je leur dis, bah là, merci d'avoir fait un geste pour toi, pour la planète et pour la petite cabine, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la propriétaire, le geste solidaire aussi, c'est du partage, hein, on est sur une économie de partage. Donc derrière l'article que tu loues, il y a une propriétaire contente, il y a moi, il y a la planète, et puis surtout il y a toi qui va être contente avec ton acquisition éphémère. Ok, super. Et nous sommes de retour sur cet épisode des Curious Buzz, toujours à Faha, toujours dans le dressing de la petite cabine entourée de robes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, y compris des costumes d'hiver et des chaussures. Bref, il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles et toutes les bourses. Et nous sommes toujours donc en compagnie de Tahara, ça va toujours? Toujours. Ok, alors on va s'intéresser un petit peu plus à ton parcours, parce que le but des Curious Buzz, c'est bien de s'intéresser au parcours de l'entrepreneur plus qu'à l'entreprise en elle-même. Question très simple pour commencer. Depuis ces 2 ans, un peu plus de 2 ans, parce que le projet avait commencé avant que l'entreprise ne naisse, quelle a été ta meilleure leçon et quelle a été la pire leçon que tu as apprise au fil des ans? Alors la meilleure leçon, c'est que partie d'une formation qui avait rien à voir, on peut quand même pivoter et plus ou moins réussir dans... Là, j'avoue, je vois ça moi comme une reconversion professionnelle, hein. Et quand bien même on pense qu'on n'en est pas capable, parce que du coup je me suis dit ah ouais, t'es joueuse, t'as quand même fait presque 8 ans d'études là-dedans, et du jour au lendemain bah non, je veux plus, je me lance dans autre chose. C'est pas facile, hein, j'ai eu des remarques assez désagréables, hein, notamment toutes tes études pour ça. De la famille ou des gens extérieurs? De deux. Alors pas tant la famille, en plus je pense qu'ils n'ont pas totalement compris au début. Après ils soutiennent de manière indéfectible, c'est très important l'entourage, mais croiser d'anciens camarades de fac ou d'anciens collègues de boulot, alors pas les plus récents mais les plus éloignés, et qu'en fait non, c'est possible. C'est possible, c'est un autre mode de vie, hein, c'est un autre quotidien, mais c'est-à-dire que quand à 26 ans tu imagines déjà qu'est-ce que je vais faire à la retraite, quand je serai à la retraite je ferai ci, je ferai ça et tout, et que tu en es juste au début de ta carrière, tu te dis il y a quand même quelque chose qui est pas top, hein. Faut se poser de bonnes questions, ouais. Mais comme après on a plus le temps, enfin j'avais pas le temps de me poser là-dessus, j'ai continué, on enchaîne, hein. Puis bon, il y a quand même cette culpabilité de se dire je fais toutes ces études pour rien. Bah non, faites pas pour rien, parce que chaque jour ça me sert. Ouais, on retrouve de quoi utiliser par rapport à ce que tu as appris, par exemple. Bah déjà les contrats, ouais. C'est moi qui les rédige, donc ça va. Et puis la logistique beaucoup. Donc c'est-à-dire que j'ai cette habitude d'avoir un bac pour chaque étape du processus. Moi j'étais beaucoup en plus sur la procédure quand j'étais juriste. Et pour le coup, là je sais à quel niveau chaque article est, donc ça me sert tous les jours. La discipline du juriste. Ouais. Ah oui, c'est une rigueur, hein. C'est-à-dire que je préfère... pas perdre, mais souvent on me dit tu veux pas venir boire un verre ce soir ou truc comme ça. Non, j'ai ce petit morceau là de logistique à faire, et à chaque jour sa petite rigueur. Il faut que ce soit fait au jour le jour pour pas avoir à accumuler, mais voilà, ça reste très carré, mais appliqué à d'autres choses. Mais en fait c'est une méthode, hein. Je pense que déjà même pour les études de droit on apprend surtout une méthode. Oui. Et de manière plus générale je pense qu'on apprend surtout une méthode un peu partout, et que la richesse ou la force que l'on peut avoir, c'est de retirer cette méthode qu'on a acquise et l'appliquer ailleurs. Par contre, là où ça a été le plus difficile, je pense que c'est financier au début, surtout une activité innovante. Quand on a un train de vie
différent. Alors je l'ai pas... Il y a des fois où je l'ai un peu mal vécu, mais d'autres fois non, parce que le carburant, c'est pas ça en fait. C'est on change de train de vie. Mais au final, gagner un salaire énormissime et ne pas avoir de temps pour en profiter, j'ai envie de dire à quoi bon. Ou la motivation. Ou la motivation. Ou ne serait-ce que l'énergie. C'est-à-dire que moi, les dossiers, j'y pensais tout le temps quand j'étais juriste. Ça s'arrête jamais. Avec les dates et tout, l'audience, nanana. Tu penses tout le temps à ça, même quand tu rentres chez toi. Quand mon contrat s'est arrêté, je suis repartie avec tous mes congés d'une année entière, plus la moitié des congés de l'autre année. Je posais jamais 2 jours d'affilée, parce que trop peur d'être hors des délais, tout ça. Donc non. Mais ça a été, il faut se réadapter, apprendre à vivre différemment, tenir. Je pense que ça a été le plus dur, et puis plein de choses encore qu'on sait pas faire, qu'on apprend. Donc ça, c'est un travail aussi sur soi. C'est-à-dire, je repars pas de rien, mais la location, c'était pas mon truc. Être que dans une boutique avec que des vêtements, c'est encore autre chose. Avoir cet autre rapport aussi avec les gens qui est plus... c'est un peu plus ou moins de la vente, donc on est dans un autre rapport. C'est différent, et de se dire que là où on sait rien et qu'il faut apprendre. Mais alors moi, il y a un livre qu'on m'a fait découvrir, c'est L'Alchimiste. D'ailleurs, j'ai un exemplaire là sur l'étagère, et j'en ai tout le temps un au dressing que j'offre quand je croise quelqu'un qui pour moi a peut-être besoin de le lire. C'est que toutes les expériences te mènent quelque part. Et pour le coup, moi, quand j'ai commencé l'incubateur, j'avais trouvé un petit job à mi-temps dans une boutique de déco. Et j'ai appris là-bas, avant. Alors c'était un tout petit emploi, et c'est notamment là-bas que je choisissais... C'était pendant ton parcours de création d'entreprise, du coup? Ouais, c'était un mi-temps, donc j'avais du temps à côté. C'était de la vente, donc une fois que t'es plus en boutique, c'est fini. Tu rapportes pas cette charge mentale chez toi, qu'il faut donner le meilleur de toi-même quand t'es en boutique, et puis après, quand tu rentres, il y a la petite cabine. C'est d'ailleurs au détour d'une de mes heures en boutique que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Toutes ces études pour ça ?» Sauf que j'étais pas mauvaise, tu vois, j'ai toujours été bonne à l'école, j'étais pas mauvaise aussi dans mon ancienne vie. Mais j'ai dit oui, voilà. Mais j'en ai gardé une méthode, là j'apprends encore. Puis en plus, ça me servait. Quand les gens venaient, ils me disaient « Ah, je cherche une commode ou une armoire », j'en profitais. Pourquoi ? Ah, parce que j'ai trop d'affaires. Comment ça, t'as trop d'affaires ? Mais j'ai trop de vêtements. Je dis « Mais tu les portes ? » Bah non, mais bon, faut bien que je les range. Je faisais mon étude de marché, tu sais, en même temps. Tous les chemins m'ont plus ou moins mené à la petite cabine. Et les chemins actuels me mèneront peut-être encore ailleurs. Que sais-je ? Alors, avant d'aller justement à tes projets futurs, tu l'as mentionné un petit peu, bien sûr, tu as perdu en qualité de vie matérielle, on va dire, tu as perdu en termes de salaire. Est-ce que ça m'a manqué ? Non, quels autres sacrifices éventuellement tu as dû faire pour te lancer, et puis pour tenir la route sur ces 2 premières années, et peut-être sur les années à venir ? Alors bizarrement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça a fait un tri aussi au niveau des relations. C'est vrai que ce parcours-là, je l'ai bien ressenti. Soit les gens étaient fiers, soit ils étaient en mode « Ah waouh !» Ils étaient en admiration. « T'as fait ça et tout, j'aurais jamais osé. » Et autant, je pense que ça a fait peur aussi à d'autres, sûrement, qui se questionnaient, qui ont plus ou moins coupé court, en fait, style... Non, comment tu peux faire ça? Tu n'as pas réfléchi et tout. Donc ça a fait un tri aussi. Personnes qui ont été remplacées par d'autres au niveau de l'incubateur, et parce qu'on rencontre d'autres gens aussi dans ce cheminement-là de créer son entreprise. On rencontre d'autres gens, des partenaires, des clients. Ça a fait des sacrifices là. Bon, après, je reste pas dessus. Et puis... d'autres sacrifices, alors je sais pas, moi je les ai pas vraiment vécus comme des sacrifices. C'est une dure question. Bon, on compte pas son temps. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors quand on est à fond dedans, on s'en rend pas compte. Alors peut-être que oui, j'étais moins disponible aussi. Mais pour le coup, quand j'ai lancé la petite cabine, j'avais mon chéri était parti, donc de toute façon j'étais toute seule, donc et lui aussi entrepreneur, voilà, donc du coup
j'ai pas mis de côté un couple ou des enfants, parce que j'ai pas d'enfants. Mais je pense que c'est des difficultés que beaucoup peuvent rencontrer. Je pense que c'est vrai que cette reconversion, ce lancement peut être plus difficile quand tu as derrière des enfants, un couple, une autre pression, des prêts, etc. Mais je pense que ça reste possible. Après, peut-être à une vitesse différente. Mais tu vois, moi, mon master, il était en cours du soir et on avait beaucoup de salariés. Et je trouvais qu'ils réussissaient beaucoup mieux que nous, qui étaient étudiants à temps plein. Moi, je travaillais aussi à côté, mais ils réussissaient mieux parce qu'ils avaient d'autres objectifs. Donc, quand t'as la pression derrière, quand t'as faim, en fait, donc t'es obligé de marcher, t'es obligé de fonctionner, t'es obligé d'aller plus vite, t'es obligé de trouver des solutions. Et en fait, c'est plus concret. T'es tout de suite dans l'action. Tu vas pas t'interroger sur le sexe des anges, il faut y aller, quoi. Voilà, non, t'as pas le temps. Et en plus, tu vas aller chercher les anges. T'attends pas qu'ils arrivent. C'est une autre dynamique. Donc c'est sûr. Et puis. Et la décision, sachant que ton partenaire était déjà entrepreneur quand toi tu t'es lancé, donc le fait de quitter un emploi salarié quand l'autre personne est déjà sur une situation entrepreneur qui peut être instable, se dire moi aussi je vais me retrouver dans cette situation-là, du coup ça, les deux seront, enfin il n'y a aucune garantie d'un côté comme de l'autre. Est-ce que ça a pesé dans la balance ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes dit c'est pas grave Oui, il m'a toujours dit go. Il m'a toujours soutenu. Alors que oui, ça aurait pu nous faire peur de se dire bon bah là on va être tous les deux dans la situation où on n'a pas de revenu fixe. Et en fait, on n'y a même pas réfléchi parce que du coup, ça induit plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de prêt pour acheter une maison tout de suite. Mais ça, tous les indépendants le connaissent. Mais on fait autrement. Et puis, non, on n'y a même pas pensé, j'avoue. On n'y a pas pensé. Mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut prendre en compte. Ils peuvent rassurer aussi quand tu es en couple, un qui continue d'être salarié ou fonctionnaire et l'autre qui se lance. Mais non, on m'a toujours soutenu, même à distance. Et puis, lui avait fait l'incubateur aussi. Donc du coup, quand il est parti, je candidatais pour l'incubateur, et tant mieux, parce que du coup, l'accompagnement qu'il aurait pu me donner, comme il partait, je ne l'ai pas eu, mais je l'ai eu avec Prism. Vous avez peut-être aussi évité de mélanger... on peut difficilement travailler ensemble. Ok, alors, donc depuis 2 ans, la petite cabine a grandi, se structure, avance, se développe. Donc c'est plutôt aussi un succès, a priori, et c'est une très bonne nouvelle pour toi. Mais s'il y avait une chose que tu pouvais changer dans tout ce parcours que tu as eu, qui t'a amené à là où tu es aujourd'hui, si je te disais j'ai la possibilité de te donner une baguette magique pour changer ce que tu as envie de changer, qu'est-ce que ce serait? S'il y a quelque chose. Je trouve que j'ai pas encore appris assez de risques. C'est-à-dire dans quel sens? Des fois, je traîne un peu des pieds et tout. Est-ce que cette offre va fonctionner? Ça m'arrive encore de me dire, j'ai peut-être pas pris encore assez de risques. Taper dans un local plus grand d'un coup. Mais bon, ça c'était avant. Après, il y a eu le Covid et là, je pense que je m'agrandis, mais en genre la sécurité quand même. Mais ouais. Et dans le genre en te disant si j'avais joué plus gros j'aurais gagné plus gros, ou dans le genre ça va pas assez vite finalement, ou, quelle est ta vision du risque? Ouais, des fois je me dis que je vais pas assez vite. Puis c'est d'autres qui me disent mais si tu vas assez vite quand même. Mais de mon point de vue non, disons que la petite cabine telle que je l'imagine tout au bout du chemin, dans ma tête c'est déjà calé, tu vois, c'est déjà calé. Après il faut s'adapter aussi. C'est que à un moment donné, il faut quand même bien structurer la base. C'est-à-dire que, par exemple, au début, on me dit mais tu fais pas assez d'articles, par exemple, pour hommes. Je dis mais les premières consommatrices, moi, c'est les femmes. Donc si j'assois pas déjà bien cette clientèle-là, je peux pas encore commencer à m'aventurer ailleurs. Puis de toute façon, on a toujours aussi un peu peur quand même. Il y a la peur soit que ça marche et qu'on puisse pas répondre à la demande, soit que ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait. Ta baguette, je voudrais pour prendre plus de risques. Après, je sais pas si à l'heure actuelle c'est conseillé. Mais en même temps, tu sais, si on tombait pas,
on saurait pas qu'en fait on a la capacité de pouvoir se relever. Mais ouais, aller plus vite, ouais. D'accord. Bon, ça va, c'est pas une énorme chose à changer quand même. Non, pas énorme. Mais après, voilà, c'est un combat de tous les jours, je pense, hein, mais pour tout le monde, hein. C'est et ça, tu vois, surtout quand on fait du prototypage, donc c'est-à-dire de tester d'abord avant de se lancer, que je ne suis pas un grand groupe, donc je peux pas passer 6 mois à brainstormer sur une offre, la lancer avec l'investissement qui va derrière et me rendre compte que ça fait flop. Donc le but c'est quand même d'être le plus efficace possible et proposer quelque chose qui n'est pas parfait au début, l'améliorer par la suite. Mais ce travail-là de proposer quelque chose de pas parfait, dès qu'on fait plus attention, on retombe dans l'ancien mécanisme de non, c'est pas encore prêt, je peux pas lancer ça. Et puis des fois, tu as des coups, peut-être parce que c'est là, ta baguette magique elle arrive et paf, elle me cogne et puis elle me dit tout de suite. Du coup, même là, tu vois, à la sortie de confinement, j'ai testé une offre qui est pas encore prête. Mais là, je pense qu'il y a eu ta baguette qui m'a dit allez, on y go, c'est pas grave, on verra après, chaque chose en son temps. Mais des fois, il en faut un peu plus. Ouais. Mais ça, parce qu'on est amoureux de son projet ou de son produit. Et puis du coup, on le garde, on veut le peaufiner, on veut le montrer et tout. Alors que non. Puis tant mieux, parce que du coup, cette semaine, j'ai eu, quand j'ai réouvert, des clientes qui étaient là depuis le tout début, qui sont venues. Et elle se souvient encore du petit portant avec une 50aine de pièces grand max qui étaient posées dans le salon. Elle se changeait dans la salle de bain. Le miroir était dans la cuisine, limite. Et de voir ce que c'est devenu maintenant, c'est top. Ouais, ok, ça marche super. Et nous sommes de retour à nouveau à la petite cabine à Faha avec Tahara. Tahara, maintenant on va s'intéresser un petit peu à ce qui vient, à ton présent aujourd'hui, mais à ce qui va se passer après dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais avant ça, petite question, on est en Polynésie française, à Tahiti, tu disais tout à l'heure, on est un peu loin, donc du coup ça nécessite notre façon de penser sur beaucoup de domaines. Qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur polynésienne ? Déjà d'être entrepreneur en étant une femme. Alors j'ai pas posé la question, je la pose pas à toutes mes invitées femmes parce que je veux pas en faire une règle, mais si tu as quelque chose à mentionner là-dessus. Au tout début, mais peut-être parce que maintenant je le ressens moins, on me faisait quelques réflexions. Ah, c'est une femme. Ah, puis c'est des fringues. Ah, puis c'est des bijoux. Ah, c'est logique, encore un. Bon, peut-être pas un délire, mais voilà, un truc de bonne femme. J'ai eu ces mots d'ailleurs. D'une fois, une dame qui me croise justement dans la boutique et qui dit à son chéri ah, regarde, c'est elle qui lance la petite cabine et tout. Et puis il m'accorde à peine un regard en mode ouais, pour encore un truc de bonne femme. Et ce monsieur, je l'ai recroisé un an plus tard, mais dans pas un workshop, mais où je faisais une intervention. Et là, du coup, comme j'étais un petit peu pas reconnue, mais parce que les gens accordaient un peu plus d'importance et des gens qui, pour lui, avaient un avis qui comptait peut-être plus que sa femme à l'époque, là m'a accordé de l'attention, à discuter, c'était intéressant. Déjà, je me suis souvenue, et je dis mais je vous avais déjà croisé dans une boutique. Ah bon? Oui. Bon, après je me suis pas épanchée. Mais ouais, déjà, cette image. En plus, je suis ma propre vitrine déjà de base. Donc, c'est-à-dire que même moi, les vêtements que je porte, la robe aujourd'hui, elle est louée, le collier aussi. Mais ça reste un truc de bonne femme. Après, polynésienne, est-ce que ça change quelque chose? Non, je dis ça. On peut avoir de très bonnes idées, venir de l'extérieur et faire en sorte que ce soit bon pour ici. Hein. Je pense pas que ce soit important. Mais peut-être que du coup j'ai le contact plus facile avec d'autres personnes. Je pense notamment, j'ai quand même une partie de ma clientèle qui sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tel ou tel article, qui me parlent en tahitien dans nos dressing, et que quand ils voient que je les comprends ou que je leur réponds quelques mots, se sentent peut-être plus à l'aise que s'ils étaient allés dans une boutique lambda. Ouais. Peut-être. Enfin, je sais que certaines me l'ont avoué,
qu'elles viennent au dressing déjà parce que bah, n'acceptent pas leur morphologie déjà de base, elles ont peur d'aller dans des boutiques. J'en ai une, elle m'a dit, tu vois, moi je suis habillée comme ça tous les jours parce que j'ai pas les moyens d'être habillée top classe tous les jours, c'est comme ça qu'elle me l'a dit. Fait du coup, moi, ça me gêne pas de venir chez toi comme ça. Parce que je sais que déjà tu vas pas me juger. Et elle a peur en fait de rentrer dans une boutique. Tu vois, moi c'est ton dressing, hein. À partir du moment où tu choisis, c'est ton dressing. Donc c'est celui que tu pourrais avoir chez toi, Ouais. sauf qu'il n'est pas chez toi, qui te prend moins de place, qui te fait gagner des sous. Voilà. Mais je suis quand même fière de me dire que bah, du fin fond de la presqu'île, j'ai débarqué à Ponavia pour les études et j'ai bougé et que maintenant je monte cette petite start-up à Faha dans un petit quartier de lambda, hein, on n'est pas dans un beau et grand lotissement, mais qu'importe. On a plein d'idées. Rien qu'en face, mon voisin, il a une très belle idée. Il a pu suivre d'ailleurs un accompagnement tout mou. C'est top. Des idées, on en a plein. Et qu'importe d'où on vient. Hein. D'accord. Alors du coup, le futur, ça ressemble à quoi pour toi? C'est de continuer. Les objectifs, ils sont pas encore atteints. Pas tous. On en valide certains quand même, heureusement. Il faut. Mais tu vois, là, j'ai agrandi, je trouve ça déjà trop petit. Alors, faut pas que je lui dise à Kevin, parce que c'est lui qui a fait les travaux. Mais non, d'agrandir encore, j'ai d'autres offres. Le Covid, tu vois, ça a repoussé le lancement de plein de choses. Et puis, c'est de les reprendre petit à petit, de voir comment on peut les adapter. Moi, je vais l'agrandir encore. Diversifier les offres. J'ai à cœur aussi d'avoir un grand panel de taille. C'est important pour moi. Donc là, ça a du 34 jusqu'au 56. Mais ça me tient à cœur de pouvoir fournir chaque taille avec le plus de choix possible. Qu'il n'y ait pas une discrimination. Tu vois. Enfin, qu'il n'y ait pas plus de vêtements dans une taille que l'autre. Donc, mais ça demande d'accumuler d'affaires. Donc du coup, d'avoir un peu plus de place. Et puis, de recruter. Ça, c'est important pour moi aussi. Ouais. Parce que bon, j'ai eu pas mal de stagiaires, l'entreprise plaît bien, donc je manque pas de personnes qui veulent faire leur stage et tout. Mais déjà, tu vois, il y a le dressing avec la location, et à côté de ça, il y a une petite ligne que j'ai appelée Déco Goodies. Donc ce sont des accessoires notamment pour cheveux, donc des bandeaux, des chouchous, tout ça, qui sont faits uniquement à partir de chutes de tissu. Et comme moi, mon but, c'est quand même de faire déjà vivre la petite cabine au jour le jour et aussi de la développer. Cette gamme-là, j'ai un peu moins de temps. Donc, j'ai recours à d'autres personnes pour coudre à ma place. Et c'est déjà bien, parce que du coup, je me dis, je donne un peu de miam-miam à d'autres. je crée... le partage dont tu parlais tout à l'heure. Ça nourrit d'autres gens, cette activité. Tant mieux. Mais moi, j'aimerais bien recruter. Parce que du coup, je suis tout le temps... Je ferme jamais, du coup. Du coup, c'était bien aussi, le confinement. Pouvoir d'aller un peu plus doucement ou plus vite sur certaines choses. Recruter, Et d'autres projets que la petite cabine, alors tu laissais un peu entendre tout à l'heure. Oui. Ouais, on a profité du confinement pour se poser sur une autre activité que je développe cette fois-ci, mais avec mon chéri. Et alors là, elle est en phase de test. On n'en parle pas trop parce que du coup, comme c'est très tech, pour le coup, là, il faut quand même que ça fonctionne, tu vois, avant de boum. Que la solution soit là. Mais ça fait plaisir parce que là, pour l'instant, on la teste et les gens sont satisfaits. Moi, ça répond plus aux besoins de ma clientèle aussi, donc on est bien. Mais c'est vrai que l'autre fois, on se posait la question de savoir est-ce qu'on retournerait à une vie de salarié. Non. Si on en était contraint absolument, on serait bien obligé, pourquoi pas. Mais même là, en ayant zéro rentrée d'argent avec le confinement, on s'est adapté et on a quand même... Moi, je dis tout le temps à Capucine de l'incubateur, je sais que les startups, elles sont habituées à faire des paillettes avec des miettes. C'est-à-dire qu'à partir de rien, d'en faire quelque chose de top, déjà pour commencer, et puis après, tout ce qui rentre, on le réinvestit, tu vois, pour améliorer nos solutions. Donc, d'autres projets, Alors, avant-dernière question, je garde toujours celle-là pour juste avant la fin, parce que c'est la question
qu'attendent tous les auditeurs et toutes les auditrices. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton expérience d'entrepreneur dont tu n'as jamais parlé en public, quelque chose qui t'est arrivé ou quoi que ce soit, dont tu n'as jamais osé parler en public et que tu pourrais confier à nos auditeurs aujourd'hui? En grand public, oui. L'année dernière, je m'étais fait opérer parce que j'avais eu un petit début de cancer. Et je m'étais fait opérer. L'opération en soi s'est très bien passée. C'est juste l'après qui a été juste horrible. J'ai fait une hémorragie. Enfin, j'ai refini aux urgences le soir, être opérée en urgence. Et alors, on m'a pas transfusé au niveau du sang. Enfin, j'ai pas eu besoin qu'on me transfuse du sang, mais j'étais à ras. Mais ça, ouais, c'était horrible en fait. Parce que quand t'as plein d'idées, quand t'as plein de projets, et qu'en fait, c'est l'énergie et le corps, ta monture. Mon père me dit tout le temps, faut ménager sa monture. Bon, bien souvent, il me dit ça au niveau de la voiture, mais pour le corps, c'est pareil. Et de dire que t'as beau vouloir tout de suite et faire en sorte que des fois, tu peux pas. Ça, c'est extrêmement frustrant. Je n'ai pas vraiment beaucoup de patience, mais ça s'apprend aussi. Et non, ça c'était horrible parce que du coup j'ai été anémiée pendant un bon mois. Et quand des fois entre deux rendez-vous je m'asseyais, ça m'arrivait de me réveiller. Je m'étais même pas rendu compte que j'étais endormie, mais de me réveiller parce qu'il y a une cliente qui était là. Ouh, coucou, je suis arrivée. Ça c'était dur. Ouais. C'était dur. En plus c'était dur parce que j'étais un peu toute seule pour vivre tout ça et que surtout j'avais personne pour prendre le relais à la petite cabine. C'est-à-dire que le soir où je me suis fait réopérer, il y avait quelqu'un qui était là et dans la chambre de la clinique, je lui disais... Parce que moi en fait j'avais même pas posé de jour ni rien, j'avais même pas annoncé que je fermais. C'est-à-dire que je me faisais opérer le mercredi et je voulais reprendre le jeudi, ouais. Donc j'avais des rendez-vous. Et ce soir-là à la clinique, je lui dis... faut que tu dises à mes clientes demain je peux pas. Et je lui donnais les noms, tout ça. Du coup il était là en train de noter et de programmer un rappel pour que lui envoie les messages et tout. Même quand j'étais dans la salle de réveil, j'étais en train de pitcher la petite cabine à l'infirmière. Jusqu'au bout des ongles. Voilà, parce qu'elle essayait de me réveiller en douceur, me tenir réveillée, et du coup fallait que je parle. Et du coup elle me dit parle-moi de ton travail. Et du coup j'étais en train de lui pitcher la petite cabine jusqu'au bout, jusqu'à ce que je m'endorme. Et non, ça a été dur ça. Ça je pense, ouais. C'est un marathon, hein. Monter son entreprise, qu'importe. C'est un marathon. Il faut tout le temps être en forme. En plus, quand t'es avec du public, il faut être... faut pas avoir l'air fatigué ou au bout de sa vie. Voilà. Et quand ils franchissent le seuil de la boutique, ils s'attendent à avoir quelqu'un déjà de bonne humeur qui va être là pour eux. Et c'est pas tous les jours facile. Alors on peut faire semblant au quotidien, mais quand on est fatigué et malade, c'est ultra dur. Puis en plus ça se voyait, parce que j'étais anémiée, j'étais blanche. Alors je suis pas très bon déjà de base, parce qu'en plus on va plus à la plage, hein. On va plus à la mer. Moi je culpabilise beaucoup en plus de pas travailler. Et là ouais, ça se voyait. Souvent on me disait t'as l'air fatiguée. Oui bon, t'inventes des excuses. Tu le dis pas, je le disais pas. Maintenant j'en parle un peu plus. Parce que ça fait partie de ma construction, de mon parcours de vie. Ça peut servir à d'autres, éventuellement. Donc pourquoi pas partager. Merci de partager cette histoire avec nous. Avec plaisir. Alors du coup, même si tu as un petit peu commencé à le dire, mais pour terminer cet épisode avec toi, est-ce que tu aurais... un conseil, une recommandation à donner à ceux qui nous écoutent et qui peut-être envisagent de se lancer ou qui se sont déjà lancés mais qui cherchent toujours de bonnes idées ou de bons conseils? De parler de son idée. Bon, bien sûr, après, il y a le bon moment parfois pour en faire la promotion, mais faut pas hésiter à partager ses doutes et puis faire preuve beaucoup d'empathie, c'est-à-dire qu'il y aura de tout. Il y aura des gens qui te diront c'est top, il y aura des gens qui te diront c'est nul, ça marche pas. Le soir de le lancement de promo de l'incubateur, quand on avait fait nos startup shows où on présente tous nos projets, moi il y a 2 personnes ce soir-là qui sont venues, donc c'était il y a 2 ans, hein. Ils sont venus et ils m'ont dit c'est une fabuleuse idée mais ça marchera jamais ici. Là 2 ans plus tard je suis encore là, j'ai agrandi.
Et j'ai qu'une seule envie maintenant, c'est d'embaucher. Donc, faut en parler. Et puis ça forge. Au début, ça fait un peu mal. Finalement, ceux qui disent que ça va pas marcher, c'est le bon moyen de tester tes arguments aussi. Ouais. Mais après, il faut aussi avoir le courage de reconnaître quand ça marche pas. C'est-à-dire jusqu'à quel point on tient. C'est une bonne question. Quand est-ce qu'il faut s'avouer vaincu? Alors, je touche du pot. Bien sûr. Mais, et ça peut être tous les jours. C'est-à-dire même là, tu vois, à la sortie du confinement. Est-ce que ça va reprendre? Je sais pas. Ça a repris. Ça a repris un peu doucement. Puis après, ça a repris normal. Après, ça a même bien repris. Mais ouais, il faut tout le temps être honnête avec soi. Je te disais, c'est des sauts de bébé, on n'y voit que le bon côté des choses, mais il faut savoir aussi se dire stop, ça marche pas, ou stop, j'en fais trop, ou stop, il y a un souci quelque part dans l'engrenage. De parler, de partager, de s'entourer. Même si tu es tout seul à porter ton projet, tu peux quand même avoir des forces vives autour. Donc moi j'ai jamais été toute seule depuis le début du projet pour la petite cabine, parce que j'avais des copines qui donnaient un peu de leur samedi pour venir m'aider, donner un peu de leur temps pour venir maquiller une fille pour un shooting, pour le catalogue. Ça manque pas. Faut savoir dire oui. Au début, tu sais, tu dis ok, merci, j'y penserai. Alors, j'ai appris avec la petite cabine, c'est j'y pense, j'y note, et le jour où j'ai besoin, je leur demande. Tu te rappelles, tu m'avais dit que si j'avais besoin d'une vidéo, d'un truc comme ça, je pouvais te faire appel à toi. Ce qui m'a appris du coup moi aussi à dire, à proposer mon aide que quand t'es sûr de pouvoir le faire aussi. Hein. Ok, super. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ton nouveau dressing to note qui vient juste de réouvrir. Tout beau. Parmi les premiers inaugurés. Bon courage à toi pour la suite, de continuation. Et merci d'avoir bien participé à cet épisode des Curious Buzz. Voilà, c'était le nouvel épisode des Curious Buzz. Nous étions donc à Fa'a dans la petite cabine de Tahara. J'espère que cet épisode vous a plu et que cette histoire d'une nouvelle entrepreneure polynésienne vous aura inspiré, vous aura apporté la motivation pour vous lancer ou tout simplement des idées ou une nouvelle perspective sur le monde de l'entrepreneuriat. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts ou SoundCloud. Nous sommes partout. Vous pouvez nous trouver très facilement, 2 épisodes par mois. À chaque fois, nous allons à la rencontre d'un ou d'une entrepreneur du Fénois. Et je vous retrouverai donc avec grand plaisir pour un prochain épisode des Curious Buzz très bientôt. Nana!